Je vais essayer de commencer sans me tromper sur la liste protocolaire, car ce soir, nous avons quand même du très beau monde. Messieurs les ministres, anciens ministres, mesdames, messieurs les députés, mesdames, messieurs les sénateurs, ou monsieur le sénateur, je ne sais plus, madame le député européen ou la députée européenne, comme vous voulez. Messieurs les bâtonniers, j'ai vu, chers confrères, et mesdames, messieurs, bienvenue. Bienvenue pour cette deuxième table ronde qui connaît manifestement un grand succès déjà. Nous étions le 13 avril dernier ici déjà dans cette salle, à la première table ronde absolument passionnante où nous avons eu quand même le droit à une imitation par le bâtonnier Waxman du bâtonnier Rudloff imitant lui-même le général de Gaulle. C'était un moment assez extraordinaire. J'espère que cette table ronde va nous apporter beaucoup d'éléments encore nouveaux pour certains sur Marcel Rudloff. Qui était-il sur le plan politique? Car nous le connaissions, nous, beaucoup plus comme un confrère, comme un bâtonnier, comme quelqu'un qui s'était battu à nos côtés pour nous les avocats. C'était quelque chose de très important. Nous le connaissions aussi en tant que maire pour certains. J'ai eu la grande chance d'être marié par Marcel Rudloff à la mairie. Je m'en souviendrai toujours. Voilà qui était pour nous Marcel Rudloff. Mais maintenant, vous allez, s'il vous plaît, nous en parler de l'homme politique. Merci à toutes et à tous et bonne soirée. Bonsoir, je ne me hasarderai pas à refaire l'échelle protocolaire, elle a été parfaitement réussie et je ne saurais en faire autant, donc je vous dis simplement bonsoir et bienvenue à tous. Et moi je suis chargé par Francis Hirn, le président de l'association des amis de Marcel Rudloff, à qui nous souhaitons une remise sur pied rapide, et là c'est littéral puisqu'il a des problèmes de cheville. Il m'a chargé il a bien voulu faire de moi son porte-parole pour introduire très brièvement cette deuxième table ronde. Je précise que de son fauteuil, il a réussi à organiser la captation de cette table ronde. Donc vous êtes filmés, mesdames, messieurs. On n'a pas de maquilleur, on n'a pas de maquilleuse, mais enfin on fera avec, hein, ou sans. Et elle est visible en ce moment sur YouTube et elle sera sur le site de l'association. Cette table ronde est consacrée à l'aspect sans doute le mieux connu des nombreux engagements de Marcel Rudloff l'homme et le militant centriste, à savoir ses mandats et responsabilités politiques. J'aurais été très heureux et fier pour notre association de partager ce moment avec vous, mais un sort cruel en a décidé autrement. Je devrais me contenter de visionner sur YouTube et donc Francis, nous te saluons puisque tout nous suit en direct. Je remercie vivement les intervenants qui ont accepté de témoigner ce soir sur les nombreuses fonctions que Marcel Rudloff a occupées. Il a exercé pratiquement tous les mandats dont un militant politique peut rêver. Il l'a fait avec son style, avec ses valeurs, que nous avons déjà largement évoquées dans la première table ronde. Et en grattant un peu, on retrouve presque toujours la marque de l'humaniste, du juriste, de l'homme de foi, du chrétien. Ceux qui ont travaillé avec lui parfois, ceux qui ont travaillé parfois contre lui, évoqueront probablement ses valeurs et ce style. Nous comptons aussi sur vous, Yolande Baldweg, qui est là, pour les souligner dans les échanges et les débats de ce soir. Il y aura évidemment d'autres aspects, car c'est aussi en politique que Marcel Rudloff a connu une désillusion qui l'a affecté. Et puis je pense que ce sera l'occasion de rappeler que l'homme, pour filer la métaphore religieuse, n'a jamais commis le péché d'orgueil, qui est toujours resté humble et accessible, et qu'il avait aussi beaucoup d'humour, ça a été rappelé par monsieur le bâtonnier. J'ose le dire, le moment que nous allons vivre est historique, grâce à vous sept, les témoins rassemblés ici, qui avez accepté de partager ce début de soirée avec nous.
Madame, Messieurs, c'est un bel hommage que vous faites à cet homme que nous avons tous apprécié. Merci à vous tous. Je mets en facteur commun Daniel Lefel, Fabienne Caller, Jean-Marie Bockel, Philippe Richert, Roland Ries, André Reichart, Germain Jean-Janvin, fidèle compagnon de route de Marseille, le plus ancien, mais ça, Yolande Valdevec va le rappeler. Et il s'agit d'excuser aussi des absences, mais on en parlera tout à l'heure. Votre présence à tous, avec votre expérience, votre vécu, est en soi un beau témoignage de l'universalité de Marcel Roudloff, dont j'aime à dire, ça c'est Francis Hirn qui le souligne, que même en politique, il a eu des adversaires et des compétiteurs, mais jamais d'ennemis. Et donc peut-être pour terminer une page de publicité, je vous invite, amis en ligne qui nous suivez à distance, à prendre rendez-vous à la Maison de l'Avocat pour visiter cette remarquable exposition, celle consacrée à Marcel Roudloff, dans un musée qui est tout aussi remarquable et qui, à lui tout seul, vaut déjà qu'on en pousse la porte. Voilà, merci à vous et bonne réunion. Alors, il m'appartient d'excuser Brigitte Klinkert, qui m'avait prévenu il y a à peu près 48 heures qu'elle ne pourrait pas être là. Mais Philippe Richert espérait être jusqu'au dernier moment parmi nous. Et finalement, les manifestations autour de la gare de l'Est l'ont empêché de prendre son train en temps et heure. Voilà. Donc, nous démarrons. Ça a été dit, tous ont connu Marcel Roudloff et tous n'étaient pas ses amis politiques. Et au lendemain de son décès, l'éditorial de l'Alsace où j'ai travaillé avait résumé sa personnalité en un mot, consensuel. Nous l'avons bien connu, nous les journalistes, et j'englobe ma collègue Françoise Herbe qui est là dans la salle, parce que Marcel Roudloff, figurez-vous, nous conviait chaque mois à déjeuner après la commission permanente. C'était après 1986. Donc pendant plusieurs années, on le voyait au moins 11 fois par an. Et on déjeunait avec lui. Parfois, on l'agaçait, on le fâchait. Et c'est vrai que de temps en temps, il montait dans les tours. Mais bon, il n'était pas rancunier, il ne nous en voulait pas. C'était très enrichissant. Passionnant parce qu'il avait une grande culture, y compris religieuse et historique. Il avait les talents d'imitateur et on se régalait. Cela a été dit aussi lors de la première table ronde, son engagement pour l'Alsace remontait à la dernière guerre et il en parlait souvent. C'était aussi un Steckelburger, comme on n'en fait plus fier de sa ville, la star des villes, m'avait-il dit lors de notre dernière rencontre dans son bureau. Il craignait qu'on ne l'oublie. Entre ces deux monstres sacrés. L'expression est de lui, qui était Pierre Pflimlin et Madame Trottmann, comme il disait. Cela a été dit aussi, Marcel Roudloff est venu tard à la politique, même s'il a adhéré au MRP en 1955. Il est devenu conseiller municipal à 42 ans, sénateur à 54 ans en 77, président du conseil régional à 57 ans, maire de Strasbourg à 60 ans. Et j'ai failli oublier l'élection au conseil général un an avant les sénatoriales. Il avait toutes les casquettes, mais c'était avant l'interdiction de cumuler les mandats. Pour commencer, pourriez-vous nous dire, l'un après l'autre, vous qui l'avez rencontré, quand vous l'avez rencontré et quel est le souvenir le plus fort que vous avez gardé de lui. Cela me permettra de vous présenter, même si on ne vous présente plus. Donc on va commencer par ordre d'entrée en scène, si je puis dire, par Germain Jean-Janvin, qui a été maire, député de Célestat, et surtout vous avez présidé la commission éducation en charge des lycées. Mais vous êtes issu, je crois, du syndicalisme agricole, ou de la JAC, non? Et c'est comme ça que vous l'avez connu, sans doute. Donc, vous voulez aussi que je fasse ma présentation d'abord? Non, c'est pas... Simplement, vous l'avez rencontré comment? Alors, moi, j'ai rencontré Marcel Roudloff bien avant d'entrer en politique. Et nous revenons tout de suite au fait,
pour préparer un peu cette entrevue, cette rencontre, j'ai ressorti ce fameux livre de Marcel Roudloff que Alain Auvillers avait fait quelque temps avant sa mort. Et ce livre-là, j'ai découvert, c'est véritablement un testament politique de Marcel. Alors moi, je l'ai rencontré bien avant d'entrer en politique, c'est-à-dire dans les années 59-61. J'étais président départemental de la JAC, la Jeunesse agricole catholique. Et nous avions besoin, à ce moment-là, du soutien des élus, des grands élus, parce que nous étions à ce moment-là des milliers de jeunes. Il faut que je dise ça ici dans cette tribune. Nous étions des milliers de jeunes ruraux, fils et filles de paysans, d'ouvriers, d'artisans du monde rural. Nous n'avions pas la possibilité. Notre école s'arrêtait à 14 ans. À 14 ans, il faut vous rappeler. Et d'ailleurs, celle qui est devenue mon épouse était la première fille qui a passé au-delà de 14 ans, aller en cours complémentaire. Et pour vous situer, il y avait une section à Erstein, ils étaient 13 ou 14 élèves à ce moment-là. Aujourd'hui, à la place, il y a 2 grands collèges et un lycée. Et c'est à ce moment-là, ces mouvements d'action catholique que Mathieu soutenait dès le départ, que Marcel soutenait dès le départ, parce que j'ai lu là-dedans, il était aussi militant de la JEC dans son lycée Fustel. Hein. Il était militant de la JEC, donc il soutenait nos mouvements et nous avons grandement besoin. Et c'est de là que viennent mes premières rencontres, qui sont des rencontres au-delà de la politique, parce que la politique, c'est 20 ans après, quand j'étais balancé moi-même dans ce monde-là. Alors, et qu'est-ce qui vous a frappé? Quel souvenir marquant vous gardez de lui? Marcel, c'était un homme, comment je vais le dire, un homme qui était près des gens. Il n'avait aucune condescendance envers des sans diplôme, des gens de la base, et ainsi de suite. Il avait toujours le respect de ceux qui étaient les plus petits, les plus faibles. Et quand je suis rentré au Conseil, c'était en 1980, Pierre Flimelin était encore, Pierre Gillet était encore là, et Pierre Flimelin, dès le début, m'a cédé la présidence de la commission qu'il présidait, commission qui était une commission des affaires économiques et scolaires. Et j'ai gardé cette commission après, parce que Marcel a pleinement confiance et je lui suis profondément reconnaissant de cette affaire. Après, il y a eu la décentralisation, après 81, le conseil régional, comme tout le monde sait, et ça va être dit, c'était les parlementaires, quelques conseillers généraux et les grands-maires, et c'était pas tellement encore politisé comme ça l'est devenu en 86, au moment où il y avait les élections au suffrage universel du conseil régional. Donc, mais grâce à lui, la décentralisation étant venue, j'ai gardé cette commission après que la région a hérité du schéma professionnel des formations, des lycées, des CFA, de la formation professionnelle. Et c'était pour moi une période passionnante que nous avons vécue ensemble. Nous avons construit 15 lycées du temps où Marcel était le président. Jamais on a fait dans une période comme ça autant d'investissements pour la formation des jeunes. Je dis les lycées, c'est aussi les CFA et tout ce qui gravite autour. Voilà mes contacts. J'ai une grande reconnaissance pour Marcel Roudloff parce qu'il était non seulement mon mentor en politique, parce que je suis
avec lui, j'ai pris ma première carte au MRP en 1950, 58, 59, 60, et j'ai vécu de nombreuses réunions au temple de la démocratie chrétienne du Bas-Rhin, qui était le 16 place du Temple Neuf, une maison qui mériterait elle-même une grande réunion, un livre Une écrit, histoire, voilà. une histoire. Alors là, Marcel était là en militant. Il est venu, je me souviens. Bien sûr, au moment des élections, les gens venaient plus nombreux. Hein, je l'entends encore dire, au moment, si quelqu'un veut être candidat et que vous n'avez pas l'investiture d'un parti politique, vous pouvez rester à la maison. Et il fallait venir avoir l'investiture du parti. Mais voilà. Il était là aussi en dehors de ce parti. Et Marcel, là, je pourrais aussi vous parler des colères. Oui, mais on va laisser... Ah oui, mais... on va donner... Vous allez donner le micro à votre voisin de gauche, Daniel Leffel, ministre, sénateur, président du Conseil général du Bas-Rhin, maire de Hanschheim. Est-ce que vous connaissiez Marcel Rudloff avant de faire liste commune avec lui au sénatorial en 77? Nous nous sommes connus relativement tard. Vous n'étiez pas MRP. C'était en 1970, lors des élections sénatoriales qui procédaient et entraînaient un renouvellement presque général de la représentation alsacienne au Sénat. Auparavant, nos cheminements professionnels étaient de nature très différente. Il était engagé comme juriste fortement dans le monde associatif. Moi-même, j'ai vécu pendant 24 ans professionnellement à l'autre bout, au numéro 1 du quai Jacques Sturm, lieu vers lequel spontanément toutes les manifestations d'ordre social convergeaient et où il s'agissait d'apprendre le métier de la discussion, de l'écoute, du rapprochement des points de vue, des relations entre patronat et syndicats. Ce fut un apprentissage ô combien utile. Marcel a eu le parcours préalable en tant qu'homme de droit, comme juriste, dans les conditions que Germain Jean-Jovin vient d'évoquer. Et nous nous sommes retrouvés en 1977 à l'occasion des élections sénatoriales d'alors. Il fallait refaire une liste parce que 3 sur 4 de nos collègues se retiraient. Il fallait de la complémentarité. Un représentant des petites communes rurales, ça tombait bien pour moi. Hanschheim, de par sa dimension, n'avait guère de rivaux sur ce plan. Il fallait un représentant de la ville de Strasbourg, et ce sont ses amis qui, naturellement, l'ont dégagé comme le représentant de la ville. Il fallait un ancien. Le seul des sortants qui se représentait, c'était Louis Young, car tous les 3 autres, j'évoquerai encore la mémoire de Paul Kaus, nous étions débutants dans la vie parlementaire. Et nous avons très vite, grâce à une convergence de nos caractères, convergé vers une liste commune
sans l'ombre du moindre problème. Nous avons fait une campagne électorale qui s'est révélée constructive, positive. Et le souvenir que j'en garde, c'était dans la semaine qui a suivi notre élection commune, arrivé au bas du grand escalier d'honneur du Sénat, Marcel nous a dit à tous les trois autres: So, du sind wir jetzt sind wir gewählt, aber jetzt fängt's erst an. Et voilà, ce fut le début. Ça veut dire que tout commence. Voilà. Nourri par un sentiment de complémentarité, chance des opinions, de tolérance qui nous allait si bien à lui et à moi, car cela nous a permis de connaître une quinzaine d'années de vie en commun au Sénat, un lieu de travail, un lieu de convergence, un lieu d'effacement de beaucoup de clivages, cette tolérance qui aujourd'hui s'avérerait tellement utile et tellement nécessaire en nous inspirant de ce que nous avons appris en 77, point de départ entre Marcel et moi d'une orientation politique toujours convergente, toujours dans la complémentarité. Et je tiens à dire que si le mot amitié peut avoir un sens dans la vie politique si rude et si impitoyable parfois, c'est au Sénat, au groupe centriste et à la commission des lois qu'ensemble nous l'avons trouvé, cultivé et entretenu jusqu'au bout. Pour moi, Marcel Roudloff, c'était une amitié vraie dans une vie politique souvent si tourmentée, et c'est ce que je garderai comme la grande leçon de ces retrouvailles entre deux hommes qui ont commencé tard leur vie politique active, mais qui ont su la cultiver, l'entretenir et la fructifier pendant tout le restant de leur existence. Merci Daniel. On va donner le micro à gauche par rapport à moi. On va donner le micro à la gauche par rapport à moi, Jean-Marie Bockel. C'est par entrer en scène que si je puis me permettre. Et parce que Jean-Marie Bockel, vous avez été député socialiste en 1981, c'est bien ça, ministre à 2 fois, maire de Mulhouse, sénateur, et vous avez siégé au conseil régional lorsque vous avez été élu député en 81. Mais en réalité, Marie-Odile, votre épouse, et vous-même, vous l'avez connue à un autre moment, beaucoup plus tôt. Oui, Yolande, en fait, moi j'ai fait la connaissance physiquement, parce que naturellement, il était déjà connu, le bâtonnier Marcel Roudloff, lors des cours de déontologie qu'il donnait à la fac de droit, et particulièrement pour les étudiants qui se préparaient au certificat d'aptitude à la profession d'avocat, en même temps que souvent la 4e année de licence. Et nous sommes donc dans les années 72-73 en ce qui me concerne. Et là, j'ai le souvenir, si vous voulez, un peu à la manière de l'Antiquité, où le bâtonnier, très occupé, déjà en politique, prend un temps
pour donner en quelque sorte son savoir. Et évidemment, le cours de déontologie, c'était aussi son éthique et ses valeurs à des jeunes schnuffers que nous étions à l'époque, étudiants. À l'époque, évidemment, moi j'avais 22-23 ans, je n'avais pas de responsabilité politique, mais j'étais déjà militant dans un syndicat étudiant qui s'appelait le MARC, qui était un peu syndicat chrétien de gauche, comme on disait à l'époque, et puis ensuite les prémices effectivement du PS. Mais là, en l'occurrence, cette casquette, je l'avais complètement de côté, et j'étais, comme tous mes camarades, très, très admiratif, et comme l'a dit Germain, de ce bâtonnier Roudloff qui se mettait à notre niveau, qui à la fois nous délivrait son savoir, mais en même temps le faisait avec humour, gentillesse, d'amicale remontrance lorsque nous disions des bêtises en réponse à ces questions. Peut-être, alors nous étions naturellement tous des anonymes, mais enfin il fallait tout de même donner nos noms. Et quand j'ai donné le mien, évidemment, il y a eu tout de suite eu pour lui la référence à mon oncle qui était curé de la cathédrale. Archiprêtre, oui. Pierre Bockel. Donc il y avait, j'ai senti qu'il y avait là comment dirais-je, un clin d'œil plutôt sympathique. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai appris à connaître, à admirer, à apprécier sa personnalité, son savoir, et puis tout ce qui a déjà été dit sur son humour, les anecdotes, parce qu'en réalité, celui qui nous enseignait était non seulement bâtonnier, mais avocat au quotidien, et donc son cours fourmillait d'anecdotes, d'histoires, et donc on se précipitait à ce cours. Alors Yolande, je ne sais pas, moi je sais que vous êtes gardien du temps, vous avez dans votre lancement du tour de table dit qu'il fallait aussi rapporter un souvenir fort. Voilà. Moi, le souvenir fort, très fort, en fait, c'est pas forcément au début un souvenir extrêmement heureux. C'était plutôt quelque chose de grave. Là, nous sommes en 1984. C'est l'affaire du synchrotron. C'est le boycott de la visite du président de la République de l'époque, François Mitterrand. Oui, mais il faut dire pourquoi aussi. Parce que le synchrotron, qui était inscrit au contrat de plan État-région, était parti à Grenoble. Donc, c'était quand même un manquement extrêmement grave. Je ne vous raconterai pas cette histoire parce que là, on parle de Marcel Roudloff, peut-être une autre fois. Mais là, en l'occurrence, nous sommes à Strasbourg, puisque Mitterrand maintient sa visite officielle en Alsace, Mulhouse, Strasbourg. Strasbourg, donc, boycott, manifestation, cher Daniel et les parlementaires de l'époque, Germain, l'après-midi, avec un monde fou. 10 000 personnes. Exactement. Vous voyez l'ambiance. Et le lendemain matin, moi, j'étais là parce que j'étais le jeune secrétaire d'État, ministre alsacien de l'époque. Je peux vous dire que c'était pas drôle à vivre, mais enfin bon. Et au moment donc du début de cette cérémonie des 40 ans de la libération de Strasbourg, le président Mitterrand arrive, Marcel Roudloff était au milieu des officiels et des élus à la tribune, et va vers Mitterrand pour le saluer comme maire de Strasbourg. Et là, je ne sais pas si vous voyez cette scène, certains l'ont à l'esprit, Mitterrand avait les mains le long du corps, d'une froideur glaciale comme il pouvait parfois l'être, et Marcel, qui était, moi j'étais 1 mètre, complètement partagé entre, évidemment, la solidarité avec ce mouvement de protestation au demeurant justifié, et en même temps, son rôle de républicain, humaniste, qui accueille le président de la République. Et donc, il lui prend la main. Bon, Mitterrand se laisse quand même prendre la main, donc il lui secoue la main. Enfin, vous voyez la scène. Quelques mois plus tard, c'est un épisode juste, enfin, en 3 parties. Quelques mois plus tard, nous sommes, je suis avec Mitterrand dans l'hélicoptère entre Ensheim et le Struthof pour donc une cérémonie de mémoire dans un moment, évidemment, par définition extrêmement grave. Et dans l'hélicoptère, je dis à Mitterrand, vous allez voir le président Roudloff et d'ailleurs les autres élus alsaciens, vous allez les saluer, monsieur le président. Les verrai-je?
Et à ce moment-là, il sort. On jouait encore Jean Euler, la main tendue. Hein, et donc, tous les élus, je pense Daniel peut-être était là, et Mitterrand, pris dans la gravité du moment, réel au demeurant, ne les voit pas. Et va directement vers le mémorial, et ensuite fait son discours, repart. Deuxième séquence. Troisième séquence, quelques mois plus tard, Mitterrand se rend à Strasbourg à l'occasion de Musica. Et là, dans l'avion, je l'accompagnais, toujours ministre alsacien, je lui dis, Monsieur le Président, il y aura les élus, il y aura Marcel Roudloff. Oui, monsieur lequel, je sais. Et on arrive, Mitterrand se précipite vers Roudloff. Cher Président, monsieur, comment allez-vous? Enfin, c'était... Voilà, et je voyais Marcel, mais bon, évidemment, resplendissant qu'enfin la querelle soit surmontée, parce qu'il n'était pas homme de querelle, il n'était pas homme de rancune. Mitterrand, c'est autre chose. Mais enfin, là, on a eu un moment, et moi-même, j'étais complètement soulagé, parce que j'étais triste chaque fois pour Marcel. Je me dis, il subit un sort injuste, hein, lui qui est l'homme de la main tendue, de la réconciliation, de l'absence totale de rancune. Voilà. Donc ça, c'est un souvenir fort en 3 parties, hein, et qui, heureusement, a fini par bien se finir, mais c'est aussi, ça marque aussi ce qu'était la personnalité qu'était Marcel Roudloff dans ces moments quand même tempétueux. Non, mais il en parlait souvent après, parce que je crois même qu'il était seul sur la place. N'est-ce pas, Daniel? Vous n'étiez pas là? Daniel, vous n'étiez pas là, les autres élus. Vous aviez boycotté, hein? Vraiment. Voilà. Non, mais il n'était même pas à la tribune. Bon, on va passer le micro à Roland Ries, hein, ancien maire de Strasbourg jusqu'en 2020, sénateur, conseiller régional socialiste de 1998 à 2004. Vous êtes le seul ici à avoir siégé avec Marcel Roudloff au conseil municipal dans l'opposition de 1983 à 1989. Et quand lui était dans l'opposition, vous étiez premier adjoint de Catherine Trottmann. Mais j'ai retrouvé la date. Vous vous êtes présenté contre lui au cantonal de 82. Vous vous en souvenez encore? Oui, je m'en souviens même très bien. Merci d'avoir rappelé mon itinéraire. C'est vrai que j'ai bien connu Marcel Roudloff, notamment à partir de 1982, puisque nous étions sur le même canton, le canton 4, c'est-à-dire le canton de l'avenue de la Forêt-Noire, l'église Saint-Maurice, etc. Et je voudrais rappeler une anecdote qui me paraît être très significative de la personnalité de Marcel. Lorsque je me suis présenté, c'était quelques années plus tard, pour encore des cantonales, Marcel Roudloff était conseiller général sortant et il se représentait. Grosse personnalité. Moi, j'étais tout jeune. Et nous avions eu des débats, je dirais, assez forts, on peut le dire, mais enfin courtois. Parce que Marcel était un homme courtois. Et il est arrivé, ce qui arrive souvent, que Marcel Roudloff a organisé un meeting dans les salons de l'église Saint-Maurice. Le foyer paroissial, non? Non, oui, dans paroisse, salon. Salon, c'est peut-être pas le mot qui... Non, je suis. Hein. Enfin bref, c'était à côté de l'église. Et évidemment, ce que voyant, je me suis dit, mais je vais faire la même chose. Je vais aussi faire un meeting dans cette salle paroissiale dans laquelle Marcel avait fait son propre meeting. Et je suis allé voir le curé de Saint-Maurice. Je lui ai dit, écoutez, voilà, moi je suis candidat au nom du Parti socialiste et je voudrais faire dans votre salle paroissiale un meeting comme mon concurrent, Monsieur Roudloff. Et le curé de l'époque me dit, mais Monsieur Ries, vous n'êtes pas de ma crèmerie.
je cite, et je dis oui, certes, mais je suis prêt à payer, évidemment, la location de cette salle, sans problème. Et il me dit, ah, ça, je ne pense pas pouvoir le faire. Non, non, ça, je vois que certains se souviennent de cette anecdote. Je ne pense pas pouvoir le faire. Et j'en ai parlé par hasard à mon concurrent, à Marcel Roudloff. J'ai dit, je sais pas, je trouve un peu dommage qu'on me refuse purement et simplement de pouvoir seulement louer une salle parce que je suis candidat socialiste sur le canton. Et c'est Marcel Roudloff qui est allé voir le curé et qui lui a dit, attendez, ça ne va pas. Ça, vous ne pouvez pas faire ça. Vous allez donner cette salle, louer cette salle à mon concurrent parce que nous sommes en démocratie, etc. Je trouve que c'est vraiment très symbolique et très caractéristique du caractère de Marcel Roudloff. Mais il avait aussi des côtés, comment est-ce que je vais dire, un peu fantasques. Je me souviens d'une visite du Premier ministre, un certain Jacques Chirac, entre 86 et 88, qui est venu à Strasbourg à l'Hôtel de Ville. Nous étions là, nous étions 8, membres du PS, dans l'opposition évidemment, et nous étions là tous les 8 en randonnion. Les amis de Marcel Roudloff n'étaient pas très très nombreux. Tu t'en souviens, je pense, de cet événement. Et Marcel Roudloff, dans sa spontanéité, il dit, bon, monsieur le Premier ministre, je vous présente là les élus socialistes, c'est mon alternance qui est présente ici. Et Jacques Chirac était complètement stupéfait qu'il puisse dire une chose pareille. C'est ce que j'appelle le côté un peu bout en train de Marcel, qui aimait bien un petit peu provoquer et soulever la poussière du débat politique empoussiéré. J'aurais beaucoup d'autres anecdotes, mais je vais m'arrêter là. Les deux me paraissent mais très si vous significatifs. permettez, dans le livre là qu'on a évoqué de notre regretté Alain Hauvillers, il dit même « Ich bin nicht salonfähig ». Ça veut dire que je ne pouvais pas sortir, j'étais pas sortable parce que je faisais des plaisanteries. Et il explique un tout petit peu que c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'a été pas compris ou mal compris des Strasbourgeois. Voilà. Alors, la suivante, Fabienne Keller. Vous avez été candidate la première fois en 92 au Conseil général et sur la liste régionale, en place non éligible à l'époque. Puis par la suite, vous avez été maire de Strasbourg, sénatrice. Depuis les dernières élections, vous êtes députée européenne. Et je ne résiste pas à l'envie de dire que vous êtes maintenant vous faites partie de la même mouvance que Roland Ries. Hein. Il fallait quand même le placer. Fabienne, vous connaissiez déjà Marcel Roudloff en 1992 ? Non, j'étais pas de retour en Alsace depuis très longtemps. Je venais d'arriver. J'avais d'abord trouvé un travail, installé ma famille. Et donc, en 92, je rencontre Daniel Eufel. Et puis, je me présente au CDS pour l'investiture du CDS, qui ne sera jamais vraiment tranché d'ailleurs. C'est là que je le croise pour la première fois. Pour le Neudorf. C'était pour Neudorf. J'étais candidate voisine de Daniel, qui était candidat à la Méno. Et je me souviens plus très bien avant l'élection. Mais après, assez régulièrement, je lui demandais si on pouvait se voir, parce que je découvrais le monde politique, j'essayais de comprendre. Et il me recevait très régulièrement, je ne sais pas, 2-3 fois par an, le samedi matin. C'était, je ne sais plus comment il s'appelle, Jacqueline pourra me retrouver le nom, le monsieur qui l'aidait, qui lui faisait les cafés, qui le conduisait, qui... C'était voilà. Hubert, non ? Hubert, non ? Hubert, je crois que c'est ça. Qui était là, tout seul, on était à la région, et il prenait un temps extraordinaire. Pour moi, il prenait 1h30, 2 heures, et nous discutions de l'engagement politique, de sa beauté, de Strasbourg, de culture. On parlait d'Europe aussi, parce que c'était vraiment quelqu'un de profondément européen. Je pense que je l'ai pas vécu, j'étais pas à ce moment-là physiquement à Strasbourg, j'étais en Californie, mais quand il est maire de Strasbourg, il accompagne l'entrée
du Portugal, de l'Espagne. Enfin, j'imagine qu'il a reçu. On en voit des traces. Bref, il prenait ce temps. Et pour moi, dans le monde politique, donc c'est une histoire ancienne, mais j'étais la première femme au Conseil général. Je faisais tâche sur la photo des 44 élus du département. Écoute, quand la parité a été appliquée et qu'il y a eu une photo très, très mélangée, je les ai toutes invitées à dîner. Je trouvais que c'était magique. Daniel m'avait très bien accueillie, mais j'étais seule femme et benjamine. Et lui, dans un monde qui m'avait mal accueillie, en fait. Parce que, voilà, je perturbais, j'étais un peu, je ne sais pas, un peu différente. Daniel m'a très bien accueillie, Germain aussi. Et Marcel prenait ce temps de l'échange et de la construction. J'ai vraiment trouvé là un humanisme extraordinaire que j'ai revu, et peut-être que Roland Ries partage ce souvenir, dans de nombreuses traces à Strasbourg de ses décisions. Ici, il a accueilli une association, d'autres le sauront mieux que moi, mais la maison des associations lui tenait vraiment à cœur. Je me demande si ce n'est pas lui qui l'a créée, lui qui avait un parcours de militant associatif. Ici, il a aidé un club sportif, là, une famille en difficulté, là, une école. J'aimais beaucoup Yvonne Knorr aussi, qui faisait son binôme à Strasbourg, très attentif à tous les aspects éducatifs. Et donc, il avait une forme de générosité qui peut-être parfois l'a un peu trahi. Enfin, les gens n'hésitaient pas à le solliciter. Je crois aussi, je le dis en présence de M. Ayachour, qu'il avait facilité l'accueil de la grande mosquée de l'impasse de Mai parce qu'il avait ce respect pour l'ensemble des cultes et il souhaitait que ce soit au cœur de Strasbourg, dans de bonnes conditions, que le culte musulman puisse être accueilli. C'était un tout début. D'autres étapes ont suivi. Donc moi, j'ai un souvenir d'un homme très ouvert, très... Je ne l'ai vraiment côtoyé que quelques années, mais extrêmement généreux, accueillant, ouvert et encourageant pour les jeunes nouveaux. Merci. Donc il ne reste plus que André Reichardt, qui est toujours sénateur, mais vous avez été aussi maire, président du conseil régional après le décès d'Adrien Zeller. Et on l'oublie, je l'aurais oublié, vous avez présidé à partir de 92 le CESA, l'assemblée des trublions, des socioprofessionnels, de ceux qui contestaient à l'époque. Avant vous, après ça s'est un peu réglé. Comment vous vous souvenez de ces relations avec Marcel Rudloff, vous président du CESA, lui président de la région? Comme vous l'avez dit, moi je suis entré en politique tardivement, et c'est plutôt en qualité de représentant de la société civile que j'ai connu Marcel Rudloff. Pour faire très court, à l'époque certains s'en souviennent encore, j'étais directeur adjoint à cette époque-là de la Chambre de métiers d'Alsace, et avec le président Grémel de l'époque, nous avions naturellement démarché les grands élus. Et donc le maire de Strasbourg à l'époque, c'était Marcel Rudloff, 83-89, et il était surtout vice-président de la communauté urbaine, à ne pas oublier. C'était naturellement pour nous très important, vu les compétences à l'époque de la ville et de la CUS. Rappelons d'ailleurs, allez, un petit coup de bras local, l'autorité de tutelle d'un certain nombre de corporations, c'est le maire de Strasbourg. Voilà, vous en souvenez bien, madame, monsieur le maire. Et donc on allait le voir pour ça. C'est comme ça que j'ai commencé à connaître Marcel Rudloff, mais c'est surtout en qualité de membre du Conseil économique et social d'Alsace, ce qu'on appelait le CESA. Maintenant ça s'appelle des CESER, Conseil économique et social régionaux. Il y en a un dans chaque région, c'est ce qu'on appelle la deuxième assemblée régionale. Donc à l'époque il y avait le Conseil régional et à côté il y avait le CESA, voilà, Conseil économique et social. Le A c'est d'Alsace, voilà. Et quand je suis rentré dans ce CESA, c'était en 1986, voilà. Marcel Rudloff entamait son deuxième mandat, mais c'était désormais une vraie collectivité régionale, avec des élections, comme l'a dit tout à l'heure fort justement Germain. Et quand je suis arrivé au CESA, naturellement, là, j'ai commencé à avoir des contacts plus fréquents avec le conseil régional. C'était le président, mais beaucoup plus souvent
les hommes forts du conseil régional de l'époque, Germain, Jean Valine, enfin Burkel à l'époque, et surtout ne pas oublier Hubert Haenel, bien sûr. Voilà. Et, alors, une petite anecdote, vous l'avez dit, Yolande, le CESA à l'époque, les anciens s'en souviennent, était vraiment le donneur de leçons, voilà, le donneur de leçons, composé exclusivement de socioprofessionnels, hein, donc trois collèges pour ceux qui s'en souviennent. C'était les employeurs, Daniel s'en souvient bien, les syndicats de salariés, deuxième collège, et troisième collège, c'est ce qu'on appelait le tiers-état, enfin le Marais, voilà, dont j'étais d'ailleurs. Les associatifs. L'associatif, on va dire voilà. Ça. Mais il n'y avait pas que l'associatif. Il y avait, par exemple, moi j'avais été élu par le comité régional de la formation professionnelle, qui était autre chose qu'une association, c'était un établissement, enfin bon, peu importe. Et donc, 3 collèges. Et naturellement, ces 3 collèges se retrouvaient régulièrement. Et puis je vais le dire comme je le pense. Plus souvent ils se réunissaient et mieux ils étaient financièrement traités. Voilà. Donc on se réunissait souvent, voilà. Et chaque fois, naturellement, donner des avis. Et des avis, chaque fois, naturellement, avant les décisions du conseil régional. Et notamment les décisions budgétaires. Et puis c'était un travail naturellement tiré au cordeau, avec des présidents de commission qui n'étaient pas piqués des verres, hein, j'ai des noms en tête, pour gagner, vraiment pas piqués des verres, vous l'avez compris, les uns chefs d'entreprise, les autres syndicalistes, les autres, chacun voulait naturellement en imposer, et naturellement tout ça sur le dos du conseil régional. Et je me souviens notamment, nous on avait nos plénières le vendredi, et lundi suivant, il y avait la plénière du conseil régional. Et donc, il y avait un article dans le journal. Ne l'oubliez pas. Plein, et le CESA désapprouve, avec des grands titres à l'époque. DNA s'occupait encore un peu du socio. Bon, il y avait vraiment des papiers terribles. Et à telle enseigne que lundi matin, on voyait arriver certains conseillers régionaux qui en prenaient plein la tête, qui étaient remontés comme des pendules. Bien. Et donc ça, vous avez compris que ça ne plaisait pas à Marcel Rudloff, voilà. Mais ça plaisait à aucun conseiller régional. Et puisque, Yolande, vous voulez une anecdote, lorsque, en 86, j'ai été élu président de la commission formation, donc je travaillais avec Germain pour le conseil régional, ça a duré 6 ans, et après j'ai été élu président du CESA, président. Et je me souviens, j'ai été voir, bien sûr, le président Rudloff pour lui dire Monsieur le Président, j'envisage de présenter ma candidature. Hein, voilà, bon. Il y avait Raymond Baltenweg qui m'avait. Et ceux qui se souviennent de l'époque, Raymond Baltenweg, avant il y avait Louis Hubéral, avant il y avait. Enfin, rien que des gens qui castagnaient. Et il me regarde, il dit Marcel, il me dit quelque chose. Yes, Scott. Toi aussi. Je ne sais pas ce qu'il pensait à ça, voilà. Bon, toujours est-il qu'il y avait un mélange comment dire, de sympathie, mais est-ce que tu pourrais pas faire autre chose, quoi, voilà, est-ce que tu pourrais pas faire autre chose. Et donc ça, c'était vraiment un souvenir très fort. Et puis, comme vous l'avez dit, Yolande, moi, je me suis quand même efforcé de rabibocher un peu quand même le CESA avec le conseil régional. Et à l'époque, j'avais le sentiment d'avoir un peu réussi à cet égard. Le but n'étant pas pour le CESA de s'opposer, mais d'essayer, en qualité d'organisme consultatif, d'améliorer un peu la situation. Mais je suis obligé de dire que je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de le voir avec Marcel Rudloff, puisque j'étais élu président du CESA en 92. À la même époque, Marcel Rudloff est entré au Conseil constitutionnel, donc il avait beaucoup de choses à faire. Et puis j'ai surtout travaillé à ce moment avec Germain, avec Hubert Haenel, pour les gros dossiers, etc. Voilà. Mais donc mon souvenir, ça a été vraiment, je ne sais pas comment le dire, la surprise et la déception de Marcel quand je lui ai dit que j'étais candidat à la présidence du CESA. Mais je pense qu'à l'époque, j'étais candidat contre Raymond Baltenweg. Je pense qu'au fond de lui-même, s'il avait eu à voter, il aurait fait le bon choix.
Encore qu'il aimait bien le vin d'Alsace et Raymond Baltenweg était quand même viticulteur. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais on va continuer. Alors, j'ai trouvé très difficile en fait d'organiser la suite puisque les deux mandats se chevauchent. Mais si on parle un tout petit peu de la région, moi j'aimerais quand même que quelqu'un raconte un peu comment on a monté cette administration régionale, puisque au départ ils étaient 3 personnes. Il y en a une qui est là dans la salle, hein, Françoise Elkoubi. En 82, vous étiez 6, je crois. C'est ce que j'ai lu là-dedans. Et puis petit à petit, c'est monté en charge. Comment vous avez fait, Germain? Comment il a fait? Oui, au début, la région était rue Castelnau, hein, je pense bien. Et après, avenue de la Paix, de 3 salariés, on est passé là, à ce moment-là, à 230. Et je crois que maintenant, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus à la région. Mais il faut dire que l'héritage que nous avons eu à la région, en ce qui concerne la formation, les lycées, les CFA et ainsi de suite, nécessitait une bonne équipe. Et grâce à Paul Ichy, qui était le directeur de service, j'ai eu le grand plaisir, le grand honneur d'être pendant les 15 ans de la présence de Marcel, j'étais à ses côtés, président de la commission qui représentait la moitié du budget du conseil régional. Alors, c'était véritablement sa grande œuvre. Et il fallait, non seulement dans l'éducation, mais aussi dans d'autres domaines. Je me souviens entre Jean-Paul Meinrad, qui était président de la commission de Innovation, non? L'innovation, et oui. Philippe Richert de l'environnement. L'environnement, et puis un certain Grossman de la culture. De la culture, oui. Alors, non, je crois que là, la région s'est offert, et puis nous avions, les présidents de commission participaient à la réunion de la commission plénière ou de la commission pour statuer en dernier ressort, et c'est là où on voyait tout le travail qui a été fourni à la région. Alors, il a eu une idée à un moment, mais c'était en tandem, enfin, excusez-moi l'expression, avec Hubert Haenel, bien qu'il n'utilisait pas le mot tandem, et c'était l'histoire de la réflexion Alsace 2005. Alors, la région avait engagé 2 grands morceaux, Alsace 2005, oui, c'était en 90. Alsace 2005, c'était bon pour réfléchir sur l'avenir de l'Alsace. Et il y avait une autre affaire qui nécessitait beaucoup de réunions. C'était, rappelez-moi, c'était avec le Normand, le fameux... Le bioscope. Mais le bioscope. Oui, mais le bioscope, c'était une conséquence. Et alors, après les élections de 97, non, de 97, oui, 92, hein, le RPR demandait un président délégué. Et je crois que là, ils se sont engagés à confier à Hubert Haenel un certain nombre de dossiers, dont Alsace 2005 et ce fameux dossier de Madame Lenormand. Mais tout à l'heure, je voudrais, avant de conclure, si je peux encore, lire 3 phrases de Marcel qui résument bien son engagement politique. Je le fais tout de suite ou je le fais après? On le fera à la fin. On le fera en conclusion. En conclusion. Oui. D'accord, parce que c'est important, parce que c'est pratiquement son testament politique. Mais je crois que Alsace 2005 a eu pour effet aussi d'englober toute l'Alsace dans la réflexion, parce qu'il y a eu énormément d'auditions. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir participé à cette audition? Est-ce que quelqu'un... Non. Je ne sais pas quels ont été les dossiers qui sont sortis de cette Alsace 2005. Il y a eu énormément de réunions, beaucoup de gens étaient consultés, donnaient leur avis,
et l'exploitation après les événements politiques et les changements. Je ne sais pas comment ça a été utilisé, mais une réflexion est toujours bonne et peut être positive. Oui. En fait, Fabienne Keller, je crois qu'une des conclusions, c'était que l'Alsace doit choisir la voie haute. Oui, moi j'avais suivi les débats, pas du tout participé, je n'avais pas du tout été auditionnée, mais j'ai gardé en mémoire la force. Je crois que le logo a été créé à ce moment-là, cette étoile bleue avec le bout jaune qui est l'Alsace. Vous voyez ce logo? Moi je le trouve puissant. Je le regarde, il se trouve que j'ai des petits l'un ou l'autre objet encore avec ce logo. C'était la vocation, la mission à la fois de l'Alsace et de Strasbourg d'incarner l'Europe à travers le bleu qui est aussi voilà, la France et puis le jaune voilà, qui est positionné là où il y a l'Alsace. Et c'est vrai que cette réflexion de 2005 se voulait très prospective, ce qui est assez réformateur, quand en même temps, moi qui maintenant, voilà, je me passionne beaucoup depuis le TGV pour les transports, les gares, etc., c'était en même temps que Enel et Marcel Roudloff, Hubert Enel, démarraient l'expérimentation sur les trains. Et c'est une chose qui n'a pas arrêté de prendre force, hein, et permettant à la région Alsace d'être... Le TER 200. Le TER 200, etc. Je me souviens, on faisait campagne en 92, oui. Beaucoup sur le TER, et ça n'a pas arrêté de permettre à l'Alsace, à Strasbourg, d'être en avance sur ce sujet des transports à l'échelle régionale. Ça a été fait aussi à l'échelle de la ville, et donc voilà, d'avoir cette marque forte. Mais je voudrais insister sur mon premier point, parce que je crois que ça correspondait au fait que c'est un humaniste européen, Marcel, et je ne suis pas surprise qu'il ait choisi cette manière de représenter la région, à la fois proche, à la fois alsacienne, ancrée, très humaine, mais aussi avec sa mission très, très européenne. Mais il a d'ailleurs regretté jusqu'à la fin de sa vie qu'il n'y ait pas eu un vrai lobby en faveur de Strasbourg au sein même du Parlement européen. Et on se dit qu'aujourd'hui, cette question n'est toujours pas réglée. Hein, Madame la députée. Voilà, j'ai avec, voilà. Avec d'autres la charge de cette mission, voilà. Mais qui doit être portée par la population oui. d'Alsace. Mais j'ai vu réagir Daniel Eufel, parce que quand on parle du ferroviaire, on peut parler du TGV aussi. TGV Est, dont on a commencé à parler dans les années 80, comme après l'échec du synchrotron. Le TGV Est, il y a eu des centaines, des milliers de papiers autour de ça. Et puis après, on donnera la parole à Jean-Marie Bockel, qui n'a jamais oublié de dire TGV Est, oui, mais aussi dans les liaisons Rhin-Rhône. Daniel, vous vous souvenez ? Au Conseil général que je présidais alors, nous étions engagés aux côtés de la région et aux côtés de la ville de Strasbourg pour faire apparaître d'abord, et c'était important, que nous présentions un front unique sur le tracé, le contenu et l'aboutissement de ce dossier du TGV. Je voudrais bien entendu à cet égard tirer un coup de chapeau. Il n'est plus parmi nous, à Adrien Zeller, qui, avec beaucoup de conviction, et non enfermé dans une présidence à l'époque, ni du département et de la région, était libre dans ses propos, et il fallait aussi que nous puissions l'accompagner, et cela doit nous servir et nous a servi de leçon. Chaque fois que les grandes collectivités alsaciennes, département du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, Conseil régional, ville de Strasbourg, ville de Mulhouse et de Colmar, présentaient un front uni et commun, le dossier progressait.
chaque fois qu'il y avait la moindre divergence de vue entre ces grandes collectivités sur un dossier comme le TGV, nos concurrents et rivaux à l'ouest de l'Alsace s'empressaient de profiter de la situation pour essayer d'obtenir la modification du tracé ou de la conception même. Et cela doit nous servir, je crois, de leçon sur les grands dossiers. Et cela a été jusqu'il y a quelques années le cas. Industrie, recherche, université, coopération transfrontalière au sein du bassin rhénan. Chaque fois que nous, collectivités alsaciennes, savions utiliser cette coopération pour présenter ensemble une même vision du rôle des transports ferroviaires, routiers ou fluviaux, cela faisait avancer les choses. Ce qu'on peut regretter aujourd'hui, c'est qu'en trop de circonstances, face à Paris, face à Bruxelles, face à Berlin, nous ne sommes pas capables de nous exprimer dans le bassin du Rhin d'une seule voix face aux grands dossiers. Les dossiers n'avancent pas. Et cette coopération transfrontalière était d'ailleurs pour nous, au Conseil général en particulier, comme au Conseil régional, un des éléments essentiels pour progresser. Se présenter unis entre grandes collectivités est une façon d'avancer. Relâcher les liens avec nos voisins suisses, allemands, Vous parlez dans le micro. Ou de Bade-Württemberg, cela les fait régresser. Et je regrette qu'aujourd'hui, nous ne constations, nous ne puissions pas constater cette même vision des choses. Et cette vision des choses communes, nous l'élaborions par-delà nos groupes portelés. Il n'y avait pas de clivage politique. L'Alsace se présentait unie sur l'essentiel, par-delà le Rhin. Et c'est, je crois, cet appel qu'aujourd'hui encore nous devons lancer. Strasbourg, l'européenne, le Rhin supérieur comme entité susceptible de peser dans les décisions au niveau européen. Ce sont deux facteurs prioritaires. C'est une leçon à laquelle Marcel Roudloff était très attaché lorsqu'il avait les manettes là où il se pouvait placer, et nous l'accompagnions et volontiers de notre part, ville, collectivité communale, intercommunale, département et région. Cette leçon que, avec lui, nous avons suturé à l'époque, doit nous servir aujourd'hui et nous permettre de mettre en garde ceux qui croient que seuls nous pouvons progresser. Et pour nous, progresser ensemble signifie d'abord progresser dans la coopération
avec nos voisins que la géographie et l'histoire nous a apporté, voilà aussi, je crois, un élément auquel Marcel tenait beaucoup, auquel nous tous ici, au-delà de tous les clivages politiques, nous sommes attachés. Puissions-nous retrouver cet esprit de travail en commun le plus rapidement possible, car il n'y a pas dans l'Europe qui souvent actuellement donne le sentiment d'hésiter, de se chercher, de ne pas se trouver, sachons tirer cette leçon et convaincre ceux d'aujourd'hui de suivre les traces de ceux d'hier et particulièrement de Marcel Roudloff. Merci Daniel. Oui, Jean-Marie, il a soutenu le TGV Rhin-Rhône, où vous avez dû forcer ou Bon, si vous voulez, c'était quand même l'époque où Marcel Roudloff était aux manettes à la région. Il y avait également quelqu'un comme Théo Braun qui était très impliqué à l'époque où il était le ministre alsacien sous Rocard sur ce projet où l'unité alsacienne, comme l'a rappelé Daniel, s'est construite et le TGV Rhin-Rhône n'était pas à ce moment-là au même niveau d'avancement. Donc c'est une autre histoire que je vais vous épargner ce soir. Et il y a eu d'autres temps où la question de l'articulation entre les deux projets a été effectivement pour moi un engagement extrêmement fort, alors que pouvait apparaître le risque que deux projets, c'était que l'un tue l'autre, ce qui n'est pas arrivé d'ailleurs. Mais c'était après la période de Marcel Roudloff. Marcel, bien sûr, savait qu'il y avait ce projet qui se construisait également. Par moments, comme il savait l'être parfois, il s'en agaçait parce que, voilà, temps pour tout, on verra le moment venu. Mais, somme toute, nous étions d'accord. Puisque je prends brièvement la parole après Daniel, je voudrais revenir sur un élément qui me paraît très important. Ça répond peut-être aussi un peu aux vœux qu'il a exprimés. Et moi, je l'ai vécu, et pendant la période, toute la période Marcel, j'étais pas du même bord politique. Hein. C'est cette idée de continuum entre l'esprit insufflé par Marcel Roudloff à la région et repris et poursuivi ensuite avec un tempérament complètement différent par Adrien Zeller et au demeurant ses successeurs. Mais là, on a quand même vécu un moment extrêmement fort en termes de capacité de porter des projets. Le témoignage que je veux vraiment apporter, et là je le dis essentiellement comme maire de Mulhouse, à partir de 1989, au moment où Catherine Trottmann devenait maire de Strasbourg, c'est qu'à la fois, à aucun moment, nous qui avons le complexe des Haut-Rhinois, le complexe des Sud-Alsaciens par rapport à Strasbourg, la capitale, j'ai beau être né à Strasbourg, je participais un peu de ce complexe, à aucun moment, nous n'avons eu le sentiment, avec Marcel Roudloff, de ne pas être pris en considération. Et là, on ne parle pas simplement d'une attitude humaine, humaniste, bienveillante, on parle aussi des dossiers. Et il y en avait quelques-uns. Et non seulement cela, mais à aucun moment, je n'ai eu, comme maire de Mulhouse, d'un bord politique différent, et à l'époque, les choses étaient quand même bien clivées. Hein. On a quand même eu des bagarres régionales. Moi, on m'avait demandé des têtes de liste, je ne le souhaitais pas tellement, mais j'avais accepté face à Daniel et avec Marcel à ses côtés. Pardon ? Oui, pardon, alors je baisse le ton. Et dans ce contexte-là,
À aucun moment, disais-je, je n'ai eu le sentiment, comme maire de Mulhouse, qu'il y avait, comment dirais-je, qu'on était pénalisé de ne pas être dans sa famille politique. Au contraire, hein, il mettait son point d'honneur. Hein, je me rappelle quand il venait à Mulhouse, sur des séances de travail, avec des dossiers qu'on avait préparés avec ses vice-présidents, avec ses services. C'était chaque fois, et moi j'en garde un souvenir très fort, un grand bonheur. Hein, et parfois même, il allait au-delà de ce que nous pensions pouvoir obtenir. Je pense notamment, puisque je parlais de dossier, c'était peut-être pas le dossier le plus important, mais au niveau de la symbolique, il était fort. On avait un dossier des musées techniques de Mulhouse. Il y en avait quand même quelques-uns et il y avait des besoins importants de travaux, de modernisation, de mise à niveau pour qu'ils soient plus attractifs. Et il était là sur le démarrage d'une démarche commune au niveau du contrat de plan État-région. Et vraiment, là aussi, il y a eu d'ailleurs un continuum avec Adrien Zeller et bien sûr Philippe, mais le sentiment vraiment d'être écouté, d'être pris en considération, d'avoir un vrai intérêt pour le développement d'un territoire. Et Mulhouse était déjà une ville pas simple, avec des problématiques que je ne vais pas développer ici. Et en quelque sorte, à aucun moment, et d'ailleurs nous ne sommes jamais tombés dans ce discours qui eût été erroné, on a pu dire qu'il y avait 2 poids, 2 mesures. Je ne dirais pas au contraire, mais je dirais que c'était un président équitable. Et c'était donc, pour moi, un grand bonheur de travailler avec lui, au-delà du rayonnement de sa personnalité, au-delà des bons moments qu'on pouvait passer ensemble, au-delà de son humour décapant. Il savait aussi vous remettre à votre place de temps en temps, sans méchanceté. Donc c'était accepté, mais il y avait quand même sur les questions de fond qu'évoquait Daniel, et là c'est le Haut-Rhinois, le Sud-Alsacien qui vous dit ça. Marcel a été pour nous, au niveau de la région, un grand président. Alors le temps de passer le micro à Roland Ries, voilà. C'est quand même aussi sous Marcel Rudloff que vous aviez mis en place ce G8, je crois, non ? C'est-à-dire ce dont parlait Daniel Lefel, le conseil régional, les 2 départements, les 3 villes et les 2 agglos, je pense, pour arriver à 8. Un souvenir de cette époque-là. Est-ce que Strasbourg, une fois que Strasbourg était dans l'opposition, alors que la région était d'une autre couleur politique, est-ce que ça s'est ressenti ou pas ? Je voudrais, si vous me permettez, dire un mot sur ce qui s'est passé en 1989. Parce qu'on peut mesurer la qualité des gens, Marcel Rudloff ou d'autres, évidemment quand ils réussissent, mais aussi, et peut-être surtout, quand ils sont en difficulté. Et Marcel Rudloff a été battu en 1989 à l'issue d'un seul mandat à Strasbourg par Catherine Trautmann, dont j'étais le premier adjoint. Et à vrai dire, moi j'ai appris à connaître Marcel Rudloff vraiment là. Il a non seulement accepté en démocrate qu'il était sa défaite, c'était un humaniste, j'aime bien la formule là-bas, un chrétien humaniste au service des autres. J'aurais ajouté un démocrate aussi. Il a accepté ça, et c'était dur pour lui, je peux vous le dire. Il m'en parlait, on était devenus amis, et il allait même jusqu'à, lorsqu'il prenait la parole, à donner des conseils pour, je dirais, dans l'intérêt public. Et il le faisait modestement, alors qu'il avait des tas de responsabilités, qu'il était très connu, etc. Il était redevenu un conseiller municipal de base, alors d'opposition bien sûr, mais d'opposition constructive et directe, en disant « Madame le maire, faites attention à ceci ou à cela, parce que vous risquez d'avoir telle conséquence ou telle autre conséquence. » Je ne vais pas rentrer dans le détail des choses, mais dans les conseils municipaux, après sa défaite, et c'était dur pour lui, il avait le souci de l'intérêt général. Je crois que c'est peut-être ça qui le caractérise le plus.
au-delà des vicissitudes politiques, et Dieu sait s'il y en a, Daniel Lefel le disait tout à l'heure, y compris aujourd'hui, il faut quand même qu'il y ait une ligne, une façon de défendre l'intérêt public, quels que soient les responsables qui sont en charge des décisions. Et je crois que ça, c'était la caractéristique de Marcel Roudloff. Enfin, ça m'est apparu à ce moment-là. Il aurait très bien pu se rabattre sur ses différentes responsabilités, dire, bon, ben, le conseil municipal, pour moi, maintenant c'est terminé. Je sais pas, certains auraient peut-être même dit, bon, je crois même que certains ça lui avaient été conseillé. reproché d'ailleurs. Oui, il aurait pu dire, bon, ben, ok, ils m'ont plus voulu, qu'ils se débrouillent, quoi. Ce qu'il a fait, il ne marche plus trop bien ce micro. C'est au contraire, à ce moment-là, qu'il a montré sa vraie dimension et son souci de l'intérêt public. Je tenais à le dire ici. Et donc, il a continué de suivre les dossiers de Strasbourg, de vous accompagner. Et attirer l'attention des jeunes que nous étions sur les risques qu'il pouvait y avoir de prendre telle ou telle décision qu'il considérait comme dangereuse pour l'intérêt public. Il allait jusque-là, il le faisait publiquement au conseil municipal. Il n'intervenait pas très souvent. Et ses interventions, c'était constructif, j'allais presque dire, humaniste et surtout démocrate. Il avait un nouveau rôle que les citoyens lui avaient attribué, il le jouait complètement. Voilà. Maintenant, je voulais encore lire quelque chose du livre, là. Et je demanderai à André Reichert de réagir. Puis Germain nous lira les 3 lignes de testament. Et après, je donnerai la parole à la salle quand même. Il a dit, à la fin de son livre, l'idée d'une fusion des départements lancée dès 1971, alors moi je ne me souvenais pas de 71, de cette date-là, s'imposera peut-être un jour, mais ce sera sans doute loin dans le temps. Or, les départements ont fusionné. Ben écoutez, il était visionnaire. Il l'était d'autant plus que je pense que peu nombreux étaient les hommes politiques à miser véritablement sur cela. Je me souviens, vous avez cité tout à l'heure Adrien Zeller. Adrien Zeller était de ceux qui ne croyaient pas à ça, clairement. Ne croyaient pas à ça, en disant ça se fera jamais. Bien sûr qu'il faudrait, mais ça ne se fera jamais pour 36 000 raisons, essentiellement liées aux Rhinois, qui, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Marie, ont toujours eu ce petit, cette petite réserve, pour ne pas dire autre chose. C'est un euphémisme, voilà, vis-à-vis des Barinois et notamment, bien sûr, de Strasbourg. Donc, que ce soit réalisé, tant mieux. Moi, je suis assez content, bien sûr, que ce se soit réalisé, même après. Vous savez que moi, je ne suis pas très région Grand Est, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, bien. Ben, si la région Grand Est s'est créée, un de ses avatars, mais pour le coup positif, c'est peut-être la création de la collectivité européenne d'Alsace. Je dis c'est peut-être. Je voudrais juste rappeler, moi, en qualité de sénateur, j'étais le seul parlementaire, pas seulement sénateur, seul parlementaire alsacien à avoir voté contre la CEA. J'ai voté contre la CEA à l'époque. Et pourquoi ? Parce que j'avais déposé tellement d'amendements pour améliorer la situation de la collectivité européenne d'Alsace dans la loi Alsace, et on m'en a toqué tellement qu'à force, vous vous dites, ça suffit, on n'aura jamais rien, quoi, on n'aura jamais rien. Et mon discours, ça a toujours été de dire, cette collectivité européenne d'Alsace, c'est un piège, parce qu'ils vont nous donner ça et on n'aura jamais la deuxième phase. J'avoue à l'heure actuelle que, peut-être avec ma casquette plus optimiste de président du mouvement pour l'Alsace, je suis plus ouvert à cette deuxième phase. Je pense que ça va se passer. Voilà. Je pense que ça va se passer. Moi, je suis de ceux qui pensent que demain, nous aurons une région européenne d'Alsace. Voilà. Demain. Alors, le demain, je ne vous dis pas quand c'est. Mais voilà.
Il y a trop de choses qui sont en train de se faire à l'heure actuelle, et même si les Alsaciens ne sont plus dans la rue, etc., on sent bien qu'il y a un mouvement derrière. On sent bien, et on n'est pas le seul à le dire, quoi. Pour qu'un préfet à l'époque, quand même, et pas n'importe lequel, vous vous souvenez tous du préfet Marx, finisse par relever un malaise d'Alsace, c'est qu'il a senti quelque chose quand même. Bon, voilà. Et ben ça, on continue de le sentir. Et puis, regardez rien que ce qui s'est fait là récemment sur la décision qui a été prise sur la ligue de foot où les districts ont majoritairement voté pour le retour, non pas pour le retour, pour la sortie du Grand Est. Maintenant il reste à faire une LAFA, une nouvelle LAFA. Mais rien que ça, c'est juste extraordinaire. Qui aurait dit que ça allait se faire comme ça? Eh bien ça y est, maintenant, c'est un truc de plus. Donc, je vois que les conseillers d'Alsace là qui sont présents approuvent, puisqu'ils ont pris une décision ce matin. Voilà. Hein? Et donc voilà, ça va se faire, ça va se faire. Donc il était visionnaire, Marcel. Hein. Il était visionnaire, et il était d'autant plus visionnaire, je le répète, que peu nombreux étaient ceux, et certainement pas des grands hommes politiques, certainement pas la population d'ailleurs, à penser que ça se ferait un jour, cette fusion des deux départements, peu nombreux. Maintenant, il faut aller plus loin. Et puis, voilà, c'est un autre débat. Je donne la parole à Germain Jean-Jeanvin pour ce qu'il veut nous lire comme pour le testament. Et puis, Oui, Marcel était... quand Alain Auvillers a fait ce livre, il portait déjà la perruque. À ce moment-là, on est profondément vrai dans ce qu'on dit. Et il parle que son premier engagement politique, c'est au moment où le chanoine Elginger lui a demandé de griller la PEPA, et avec lequel il a circulé dans toute l'Alsace pour les problèmes scolaires. Dès lors, j'ai senti pousser encore plus fort ce qui, dans mon esprit, a toujours été au cœur de mon action, à savoir que l'engagement politique faisait partie intégrante de la vie et qu'on ne pouvait pas jouer pleinement ce rôle dans la société si on reste à l'écart. Il est entré au MRP par la petite porte, le frère Médard lui a dit « Doris Kallerfanster ». Et en conclusion, Marcel dit « Je ne peux que remercier la Providence de m'avoir aidé à mener la vie que j'ai eu tant de chance à conduire. Ma foi reste la référence et je l'ai ressentie comme telle tout au long de ma carrière politique. » Je crois que c'est la conclusion, la vérité dans laquelle vivait Marcel et dans la vérité dans laquelle il a exercé ses différents mandats politiques. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'admire cet homme pour ce qu'il a fait et le témoignage qu'il nous laisse. Merci. Alors, je ne voudrais pas priver ceux qui auraient quelque chose à ajouter, une question à poser, d'intervenir, en vous présentant peut-être, parce qu'il y a là d'autres élus qui ont travaillé avec Marcel Rudloff. Monsieur Ray, vous avez quand même été, ou Madame Weil, vous avez fait partie de l'équipe majoritaire. Marcel était un homme de cœur. Je crois qu'il n'a jamais oublié, quand on le rencontrait, j'étais son jeune adjoint à l'époque, de demander comment va ta famille, comment vont tes enfants, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce qu'ils deviennent, etc. C'était un homme qui avait un cœur sur la main. Il a toujours été à l'écoute quand on lui demandait, quand on avait un problème, quand on souhaitait le rencontrer. Oui, tu peux monter, à telle et telle heure, je te reçois. C'était un homme qui était toujours là. C'est tout ce que je peux dire. C'était un homme que je n'oublierai pas.
J'ajouterais, je dirais exactement la même chose. Alors, moi, j'étais en tant que jeune femme conseillère municipale, je dois rendre hommage aussi à Marcel, qui était toujours très attentif et qui n'avait pas aucune condescendance pour nous, les femmes qui étions très peu nombreuses à l'époque. La loi sur la parité n'était pas encore passée par là. Je ne sais plus exactement combien de femmes nous étions très peu. Mais au conseil de communauté, nous n'étions que 9 femmes sur 90 élus. Donc vous voyez la position minoritaire que nous occupions. Mais Marcel Rudloff ne nous a jamais fait sentir que nous étions quantité négligeable. Donc voilà, j'ai un excellent souvenir de Marcel. Si je suis là ce soir, c'est bien pour cet hommage que nous lui rendons et j'en suis très heureuse. Voilà. Peut-être parce qu'il avait une femme qui l'appréciait et 3 filles. C'est peut-être pour ça aussi. Hein. Est-ce que quelqu'un d'autre? Merci beaucoup. Je suis venu de Fribourg. Est-ce que je peux dire 2-3 mots aussi? Oui, allez-y. Je vous en prie. C'est très gentil. Alors, aujourd'hui, j'ai la fonction directeur de coopération transfrontalière pour le Baden-Württemberg, pour la région du Rhin supérieur. À l'époque, en 1990, j'étais président du groupe de Junge Union au Baden-Württemberg. Et à ce temps-là, il y avait un cercle d'amitié entre les centristes en Alsace et la CDU en Baden-Württemberg. Et c'était Joseph Reh et Wolfgang Schäuble qui ont créé ce groupe qui existe plus ou moins jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai rencontré Marcel Rudloff et je suis venu ce soir pour respect pour sa personnalité parce que je l'ai connu dans ces temps-là comme jeune, comme une personnalité profondément européenne et pour la coopération transfrontalière. La deuxième chose que je voulais dire, quand je suis devenu directeur de la coopération transfrontalière, j'avais dans mon bureau une photo de Adrien Zeller et je l'ai toujours dans mon bureau. Et si on a des conférences de vidéo, beaucoup de gens me posent la question qui est Adrien Zeller. Et j'ai aussi beaucoup de respect pour Adrien Zeller qui a fait un excellent travail. Et la troisième et la dernière chose que je veux dire, je voulais souligner ce qu'a dit Daniel Höffel. C'est la coopération transfrontalière, le soutien dans la région des amis français, des amis suisses et de nous, de combattre pour notre projet à Bruxelles, à Paris, à Berne et à Paris. C'est ça qui était important pour Marcel Rudloff, pour Adrien Zeller et pour nous, et pour moi, et pour nous, je crois, pour l'avenir, c'est encore plus important. Et je remercie beaucoup Daniel Höffel, Fabien Keller et autres. Je me rappelle très bien de M. Jean-Jevin dans cette époque pour cette amitié et coopération. Merci beaucoup. Alors, peut-être le mot, pour terminer, je voulais peut-être donner la parole à Françoise Herbe, qui est quand même ma collègue de France 3 Alsace, qui a fait un Grand Est maintenant, qui l'a suivi. Oui, Grand Est, c'est un vilain mot, il ne faut pas trop le prononcer, mais je suis toujours à France 3 et j'y travaille toujours. Et évidemment, on a beaucoup suivi, toi, Yolande, et Daniel Honard, qui n'est pas là ce soir, mais et Claude Queflin, qui est à une réunion de la Ligue, mais en tout cas, on le rencontrait, on rencontrait Marcel Rudloff très souvent. Moi, j'ai un souvenir un peu particulier, c'était les dernières années, mais je sais qu'il était très préoccupé par ce qui se passait du côté de Tambov, parce qu'il y avait eu un premier pèlerinage en 1995, et il s'interrogeait sur la nécessité de faire cela ou pas. Je sais que j'avais fait quelque temps auparavant une émission sur Oradour, et il avait dit « mais pourquoi on remue ces vieilles choses? Mais ça sert à rien ». Et je crois que tu m'avais rappelé, Yolande, qu'il
il était opposé à ce qu'on s'excuse, ou en tout cas, il préférait disait que l'Alsace n'a pas à s'excuser. Voilà. Oui. En revanche, l'ouverture, la chute du mur et l'ouverture, si on peut dire, de l'URSS, et les possibilités que ça offrait pour avoir des dossiers et pour les gens d'aller se recueillir à Tambov, c'est quelque chose qui l'intéressait. Et la dernière fois que je l'ai vu, je pense que c'était peut-être quelques semaines avant son décès, sa secrétaire m'a appelée, j'étais de repos ce jour-là, et elle m'appelle et elle me dit voilà, est-ce que vous voudriez passer voir le président? Je ne savais pas pourquoi. Et j'ai le souvenir, je l'ai vu dans son bureau, c'était la fin de la journée, c'était vraiment très sombre, crépusculaire, et il était très très affaibli. Et je me demandais pourquoi il m'avait fait venir. Et il me demande à ce moment-là, il me dit mais est-ce que vraiment c'est important, c'est une nécessité? Il me reparlait de ses pèlerinages. Et j'étais un peu surprise et je lui ai redit combien c'était important. Et après son décès, mais Jean-Pierre Masseret, qui était le secrétaire d'État aux anciens combattants, avait fait en sorte qu'on puisse ensuite se rendre là-bas. Il y avait déjà eu des gens qui s'étaient rendus sur place. Mais en tout cas, c'est une des dernières fois où je l'ai vu. Et je sentais que c'était quelque chose qui le travaillait beaucoup. Voilà, mais je m'occupais beaucoup de ces affaires-là à cette époque, et j'étais allée à Tambov, la première équipe de télé, et d'autres reportages également dans les archives russes, où il y avait les dossiers des malgré nous. Mais voilà, c'était quelque chose qui, sur la fin de sa vie, semblait le préoccuper. Et j'ai en tout cas un souvenir... D'abord, moi, je suis très émue en revoyant tous ces élus ces soirs, ou ces anciens élus, parce que c'est vraiment un challenge d'avoir réussi à les réunir, et ils ont tous marqué à un moment ou un autre, et ils continuent encore de le faire, la vie politique alsacienne. Et pour un journaliste, la journaliste que j'étais et qui a suivi la vie politique, je trouve il faut absolument qu'on fasse cette photo parce qu'elle est formidable. Voilà. Merci. Michel Mathia. Merci Yolande. Je voulais juste faire un petit rappel d'une évidence pour moi quand je vais à des rencontres dites mémorielles ou quand on se rappelle le passé. Dans l'évocation que nous pouvons faire ici ou là, rappelons-nous que rien n'est parfait. Donc ce que nous avons fait ce soir, ça mériterait d'être repris, discuter, surtout sur tel ou tel aspect, et avec la participation de la salle. Moi, en tout cas, j'étais content d'être là ce soir, parce que ça rajeunit, si je puis dire les choses comme ça, à rappeler le passé, le référent de notre soirée, mais en même temps, je n'ai pas retrouvé toujours ce que j'ai vécu à cette époque-là dans les évocations que j'ai entendues ici ou là. Et il y a un mot qui est venu très tardivement, et c'est Daniel Lefebvre qui l'a repris avec des interrogations, c'est le mot région. La régionalisation a mis, comme disait l'autre, un certain temps à venir et à se développer. Et ça n'a pas été quelque chose de facile. Et dans les rapports en Alsace, de l'Alsace unie, ça n'a pas été un aspect qui se voulait unitaire tout de suite. Et quand je dis ça, je suis un ancien journaliste de l'Alsace, comme Yolande, qui l'a été aussi après moi. Il y a un représentant de Mulhouse qui est là. J'ai aussi entendu à l'époque tel autre conseiller général du Haut-Rhin qui ne partageait pas ou qui avait des réserves sur cette régionalisation. Donc il faut peut-être aussi revenir là-dessus par rapport à l'évocation de l'unité qu'a évoqué Daniel tout à l'heure. Voilà, je dis ça comme ça parce que nous n'avons pas fini d'en débattre. L'histoire n'est jamais finie. Merci beaucoup. Je dirais qu'à la limite, il aurait fallu que chaque sujet fasse un débat de 2 heures et on aurait pu évoquer d'autres aspects. Mais je pense quand même qu'on va se quitter sur les mots d'encouragement. Et je reviens effectivement à Daniel Lefebvre, cet appel à l'unité, moi aussi, m'a beaucoup touchée parce que, et même ce qui a été dit par tous les autres, tous les autres élus, et j'aimerais les remercier tous d'être venus, certains de loin. Je regrette évidemment ceux qui n'ont pas pu être là. Et je crois que l'association vous invite pour un verre de l'amitié, il me semble. Hein, voilà. Je vais l'introduire.
Madame, Messieurs, je voulais vous remercier vivement, je pense en notre nom à tous, de ce partage de souvenirs de ce qui a été, je pense, un grand monsieur, je crois qu'on peut le dire, un très grand monsieur. Merci beaucoup à vous. Nous aurons le 4 mai, à 18h30, la 3e table ronde, qui sera consacrée cette fois-ci à l'humaniste. Monsieur Jean Janvin, vous avez, dans votre conclusion, bien déjà précisé ce qui allait être le thème de cette 3e table ronde. En attendant, j'ai le plaisir de vous indiquer que le barreau, l'ordre, vous convie en bas, juste en bas, à un verre de l'amitié. Ensemble, vous pourrez encore échanger 2 verres. 3, non, bonjour les dégâts. Donc, si vous voulez bien, rendez-vous en bas, tous ensemble, pour repartager encore un moment.